Bonsoir à tous, merci d'être au rendez-vous pour un nouveau JT sur Monaco Info. Sans plus attendre, voici les titres de votre journal. À la veille des vacances scolaires de février, nous avons contacté le directeur de l'Éducation nationale de la jeunesse et des sports pour dresser un premier bilan de l'année scolaire écoulée. Protocole sanitaire, épreuve du baccalauréat, collège numérique, Isabelle Bonal fera le point sur notre antenne. Reconnecter l'humanité avec la nature en utilisant le numérique, c'est le nouveau défi de Luc Jacquet. Le réalisateur souhaite attirer de nouveaux investisseurs via une ICO pour pouvoir produire ses films notamment. Il peut compter sur le soutien de la principauté. Luc Jacquet nous en dira plus. Dans ce journal également du sport pour tous, le nouveau programme de l'AS Monaco Rugby. Et puis nous irons nous balader du côté du parc Princesse Antoinette, l'un des poumons verts de la principauté. Mais avant cela, je vous le disais en titre, ce soir sonne l'heure des vacances scolaires pour les élèves de la Principauté. Le gouvernement princier a lancé un appel à la prudence et à la responsabilité de chacun. Il précise qu'il est important de garder les bons réflexes des gestes barrières et de limiter au maximum les rassemblements. Les retours de vacances ont en effet toujours été suivis d'un rebond épidémique. Vigilance également dans les établissements scolaires où des cas de coronavirus ont été recensés. Justement, nous avons joint le directeur de l'Éducation nationale de la jeunesse et des sports pour faire le point. Bonsoir Isabelle Bonal. Bonsoir Émilie Rousseau. 6 mois après la rentrée, est-ce que l'on peut dire que l'enseignement se déroule normalement à Monaco? En tout cas, il se déroule le mieux possible. Dans la mesure où nous avons maintenu les écoles ouvertes, ça c'est très important. C'est un vœu pieux de la PEM, des parents d'élèves, des professeurs, des chefs d'établissement, des élèves. Mais malgré cela, la crise sanitaire impacte les épreuves du baccalauréat. Alors ça, c'est évident, on ne peut pas dire que la Covid-19 n'impacte pas les pauvres élèves de première et de terminale. Donc cette année, vous savez que les épreuves communes ont été remplacées par les épreuves de contrôle continu. Les épreuves de spécialité qui devaient être faites au mois de mars ont été annulées. Ne sont maintenues les épreuves de philosophie du grand oral à la fin de l'année, c'est-à-dire au mois de juin, si tout va bien, bien entendu. Et aussi les épreuves d'éducation physique ont été impactées dans la mesure où le premier trimestre, nous n'avons pas pu évaluer nos élèves à cause de la crise sanitaire. Mais grâce au rectorat, à leur grande compréhension, nous avons repris le sport pour les élèves de terminale. Nous allons reprendre le sport au retour des vacances en respectant toujours, bien entendu, les consignes sanitaires. Et donc nos élèves, pour l'éducation physique, seront évalués au 2e et au 3e trimestre en contrôle continu. Je voulais aussi préciser pour les épreuves anticipées de français, elles devraient avoir lieu au mois de juin comme convenu, à savoir l'écrit et l'oral. La seule chose, c'est que les élèves auront moins de textes à présenter en enseignement général et aussi moins de textes en enseignement, disons, technologique. On parle de l'enseignement, Madame Bonal. Quel est le protocole sanitaire qui est mis en place actuellement dans les établissements de la Principauté ? Le protocole sanitaire est toujours le même depuis le mois de septembre et nous le renforçons de jour en jour. Le port du masque obligatoire pour tous les élèves dès la classe de CP, la désinfection et le lavage quotidien des mains quand on arrive à l'école, avant et après les repas, l'aération des locaux aussi, très important que les élèves ne vivent pas dans un espace confiné. Nous allons tous les midis dans toutes les cantines pour bien vérifier. Nous prenons même des photos, nous faisons des rapports pour voir si toutes les consignes sanitaires sont respectées. On a aussi fait l'aménagement des entrées et des sorties. Disons que les élèves ne circulent, ne se croisent jamais. On a renforcé des plans de nettoyage et de désinfection dans les locaux et au niveau des équipements. On a vu tout de même, Madame Bonal, des cas de coronavirus qui ont été révélés dans plusieurs classes de Monaco, obligeant certaines à fermer. Il y a eu beaucoup de cas recensés depuis la rentrée scolaire. Ce que je peux vous dire, c'est qu'au retour des vacances scolaires, malheureusement, au retour des vacances de Noël, on a constaté une recrudescence du virus parce que les parents, les élèves, les amis, peut-être nous tous, nous ne sommes pas assez prudents.
Donc, nous avons fait une campagne de dépistage au retour des vacances, la DENJS toujours en accord avec la DASA. Nous les avons amenés, bien entendu, au centre Léo Ferré, sur la base du volontariat. Évidemment, ce sont des enfants mineurs, il faut que les parents soient d'accord. Donc, nous avons fait en sorte de faire donc, ce dépistage. Nous avons eu quelques cas, effectivement, mais nous avons pris les mesures nécessaires pour préserver les autres camarades. Donc, à ce jour, 7 classes ont été fermées depuis le début de l'année, dont 4 classes de maternelle. Donc, vous comprenez que pour des petits de 3, 4, 5 ans qui ne portent pas le masque, quand un enfant est testé positif, nous faisons en sorte que l'enfant, bien sûr, soit mis en éviction, mais comme on ne peut pas lui faire subir un test, on préfère fermer la classe par souci de précaution. Et je dois dire que les parents sont tout à fait compréhensifs et au contraire nous remercient d'être prudents. Donc maintenant, il ne faut pas non plus être alarmiste. Si un élève a été testé positif, si déjà il n'était pas là pendant 4-5 jours, il est évident qu'on ne va pas fermer la classe. Malheureusement, il faut le dire, c'est souvent dans la sphère intrafamiliale ou à l'extérieur, quand ils vont peut-être dans des magasins ou quand ils vont dehors, quand ils se fréquentent entre eux, qu'ils contractent le virus. Alors je jette la pierre à personne, parce que personne ne le fait exprès, mais voilà. Donc, dans la mesure où il y a un climat de confiance entre les autorités, les chefs d'établissement, les professeurs, les familles et les élèves, il ne faut pas s'alarmer. On a bien compris votre message à la prudence et à la responsabilité à la veille des vacances scolaires. Est-ce que comme pour après les vacances de Noël, vous allez effectuer une nouvelle campagne de dépistage, toujours sur la base du volontariat ? Toute personne, que ce soit élève, parent ou personnel, enseignant, non enseignant, qui souhaitera se faire dépister à la rentrée pour se sentir plus à l'aise, je comprends, il suffira de téléphoner à la cellule Covid-19 qui est présente de 8h le matin à 20h le soir pour prendre un rendez-vous. Il ne sera pas nécessaire d'avoir un certificat médical, absolument pas. Donc il suffit de prendre un rendez-vous téléphonique et les enfants auront l'autorisation, même sur leurs heures de travail. Bon, s'ils peuvent y aller à un autre moment, c'est mieux, mais ce n'est pas moi qui vais leur interdire d'y aller, pourront se faire tester. Une dernière question, Isabelle Bonal. Vous parliez tout à l'heure de l'appui du numérique. L'année dernière, en fin d'année scolaire, où en est le collège numérique ? Écoutez, c'est un véritable succès. Donc, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que tous les élèves du collège Charles III ont un ordinateur portable individuel avec l'ensemble des manuels en version numérisée téléchargée et un environnement de logiciels complet, sécurisé et adapté à l'enseignement qui ont été choisis par les professeurs. Nous avons aussi le lycée numérique, vous savez que c'est notre prochaine étape dans l'éducation. Donc là, nous sommes en train d'échanger avec donc, les professeurs, les équipes de direction, les établissements scolaires concernés pour finaliser le cadre de ce projet. Eh bien, merci beaucoup, Madame Bonal, pour ce point conséquent sur l'enseignement en principauté. Je peux juste rajouter peut-être un petit mot, Émilie Rousseau. Je demande aux parents d'élèves, aux professeurs, aux élèves d'être très vigilants pendant les vacances scolaires. Il faut être prudent, il faut être sérieux et je pense que tous ensemble, on pourra combattre ce virus. Merci. Merci à vous. Au revoir, Émilie Rousseau. On retrouve Frédéric Hélion pour le reste de l'actualité en principauté. Bonsoir Frédéric. Bonsoir Émilie, on débute par la pause des enrobés. En principauté, quelles étapes rythment la campagne 2021 qui a commencé hier, le 18 février? Élément de réponse avec le chef de la section voirie signalisation. Les zones concernées vont être pour le Grand Prix donc de l'avenue des Spélugues jusqu'à la Darse Sud en quasi-totalité donc sur le port. On va réfectionner également le tapis d'enrobé sur le boulevard Albert Ier et la piste des stands. On va profiter également de cette campagne dédiée au Grand Prix pour réfectionner certaines zones dans la Principauté qui sont largement dégradées, donc notamment la quasi-totalité du boulevard du Jardin Exotique, une petite portion sur l'avenue de Fontvieille et une portion également devant l'opération Testimonio 2 sur le boulevard d'Italie. Ce sont des travaux de nuit pour minimiser l'impact bien sûr sur la gêne occasionnée aux usagers de la route.
Nous vous en avons parlé hier, le gouvernement princier propose des aides dans le cadre du plan de relance en principauté. Si vous voulez effectuer quelques transformations ou aménagements dans votre appartement, une subvention directement réglée à l'entreprise sur présentation de la facture peut être sollicitée par le propriétaire ou le locataire à certaines conditions. 20% du montant total des travaux, plafonnés à 2 000 € par logement pour les plus de 65 ans. 20% également pour des travaux plafonnés à 1 500 € par logement pour les moins de 65 ans. Et puis cette information, la mission permanente de la Principauté de Monaco auprès des Nations Unies à New York a participé à la 59e session de la Commission du développement social. Une session qui s'est déroulée du 8 au 17 février et dont le thème prioritaire était la transition vers le développement durable et la justice sociale, le numérique au service du développement social et du bien-être de tous et de toutes. La délégation monégasque, consciente de l'importance de la pratique du sport à domicile, en particulier dans un contexte de pandémie, a obtenu que cette thématique fasse partie de la résolution sur le thème principal. Ainsi, la Commission reconnaît le potentiel des technologies numériques dans la pratique du sport et de l'activité physique. Merci Frédéric. La pratique du sport n'a jamais été aussi précieuse qu'en cette période si particulière. Les disciplines en plein air peuvent poursuivre leur activité. C'est le cas notamment au stade du Devins. Vanessa Dessy, vous êtes sur place. L'AS Monaco Rugby propose un nouveau concept intitulé « Sport pour tous ». Et oui, l'AS Monaco Rugby souhaite préserver l'activité des tout-petits en proposant un programme complet les mercredis après-midi et samedi matin. L'occasion de se défouler et de s'évader dans ce cadre unique. Loin d'un violent plaquage lors d'un match de rugby, le club monégasque se tourne plutôt aujourd'hui vers des sessions de sport santé. Les enfants peuvent participer à des activités ludiques et des jeux de cohésion autour de valeurs comme le respect, l'écoute et l'entraide. Beaucoup de motricité, on fait des jeux d'adresse, des jeux de cohésion, sans contact en gardant un peu nos distances, mais voilà, c'est essayer de se sentir bien au sein d'un groupe et de se dépenser. Donc il y a tout type d'activités, tout type d'ateliers. Tous les enfants jusqu'à 14 ans, plus grands si on en a beaucoup, ils sont les bienvenus aussi. Mais pour l'instant, voilà, on a des enfants de 4 ans jusqu'à 13 ans pour le plus grand et on a vu depuis 2 semaines à peu près 25 enfants. Ces activités ont été organisées grâce à un protocole sanitaire précis afin de protéger au mieux les enfants. Ce renforcement se traduit notamment par des mesures plus strictes en matière d'accueil et d'organisation. On a un sens de sortie et un sens d'entrée. Les enfants, quand ils arrivent, on prend la température, se lavent les mains au gel hydroalcoolique. On essaie de garder des distances pendant l'activité quand cela le permet. Il y a des choses qui ne le permettent pas, mais on fait attention. Et quand il repart, on essaye de ne pas faire croiser les catégories ou les gens. Et il se lave une nouvelle fois les mains. Et cette initiative pourrait même s'étendre pendant les vacances scolaires à partir de Pâques. Le numérique en soutien aux réalisateurs engagés. En juillet 2019, le gouvernement princier et la Fondation Prince Albert II de Monaco signaient un accord avec la société de production du réalisateur Luc Jacquet. Oscarisé pour La Marche de l'Empereur, le cinéaste engagé n'était plus en mesure de produire ses films environnementaux de la même manière qu'avant. Il s'est alors tourné vers une levée de fonds d'un nouveau genre, une ICO, avec le soutien de la Principauté. Bonsoir Luc Jacquet. Bonjour. Ce type de financement innovant, c'est la solution pour pouvoir continuer de produire vos réalisations? Moi, je pense que c'est la solution. Je pense que le système de financement du cinéma arrive à bout de souffle dans le modèle avec lequel il a survécu pendant des dizaines d'années et qui avait fait sa robustesse. Aujourd'hui, la révolution numérique est ici. Je pense qu'il faut aussi trouver des systèmes de financement qui soient justes avec les investisseurs, c'est-à-dire que les gens puissent gagner de l'argent avec ce qu'on produit. Je pense que le cinéma ne suffit plus. Aujourd'hui, il faut faire des bouquets. C'est tout le modèle d'Icebreaker, c'est-à-dire une expédition qui garde les droits de ces images et qui lui permet de faire des films de cinéma, certes pour le prestige, mais aussi des expositions immersives. On a vu que c'est quelque chose qui fonctionnait très bien. Toujours le vieux modèle de la télévision, mais qui permet de toucher un très très large public, et aussi une orientation très forte vers la pédagogie, vers les ONG, vers les éducateurs, pour arriver à partager nos expériences et nos savoir-faire. Alors concrètement, comment marche ce type de financement? On le nomme ICO, c'est une émission de jetons, c'est ça?
Oui, alors en l'occurrence, c'est l'opportunité monégasque avec la digitalisation de l'économie qui nous a amené à travailler ici, avec le soutien très fort du gouvernement et de la Fondation. Il faut trouver des modèles qui nous permettent d'acquérir un poids suffisant dans les investissements pour aller chercher des négociations qui soient favorables, qui nous permettent de garder les droits encore une fois. Et ce modèle des STO, tel qu'elle est mise en place à Monaco aujourd'hui, est exactement la solution qu'il nous faut. Et encore une fois, comme je vous le disais, il est important pour moi que les investisseurs qui viennent travailler avec nous, qui viennent donner leur argent pour travailler, puissent avoir une rentabilité maximum sur ce qu'on fait aujourd'hui. Et c'est l'occasion aussi de toucher un autre public d'investisseurs, pas forcément des personnes qui travaillent dans l'industrie du cinéma, mais qui sont par exemple réceptives à votre message. Oui, parce que tout ce qu'on fait a un sens, c'est ce qu'on appelle de l'investissement à impact. Moi aujourd'hui, ce qui m'importe, c'est de travailler sur des synergies, sur des choses qui sont collaboratives. C'est vrai que moi, je veux des investisseurs aujourd'hui. Ça, c'est un retour d'expérience aussi. Il y a des gens qui sont venus investir sur mes films, mais le système de droit, de rang, qui est très complexe dans l'industrie du cinéma, ne leur a pas permis de remonter leur investissement. C'est pour ça que moi, j'ai voulu inventer quelque chose de tout à fait nouveau. Comme je vous le disais, quelque chose qui soit fair avec les investisseurs et qui les motive à investir, puisque moi j'ai besoin d'argent pour faire mes films, il est normal que des gens puissent aujourd'hui profiter de cette rentabilité-là. Et est-ce que cela fonctionne, Luc Jacquet? Combien avez-vous réussi à lever depuis la création de Icebreaker en 2019? Là, on vient d'avoir juste le modèle, puisqu'on vient d'avoir juste le label qui a été décerné à Monaco, puisque c'est une loi qui a été longue à écrire. Évidemment, c'est des modèles qui sont innovants. Donc on vient d'avoir le label, donc on lance la levée de fonds. On lance la levée de fonds sur un premier modèle qui est un modèle d'expédition qu'on va tourner en Extrême-Orient russe. Je vous reparlerai de ça dans un mois, mais effectivement, pour l'instant, on a des retours extrêmement favorables parce qu'on sentait qu'il y avait une attente sur ce mode de financement. Et voilà, en tout cas, les choses se présentent bien, si je puis dire. Vous parliez tout à l'heure du soutien du gouvernement princier, celui de la Fondation Prince Albert II de Monaco. C'est un soutien important d'un pays qui est très impliqué dans le domaine de la protection de l'environnement depuis des décennies. Moi, évidemment, c'est quelque chose d'extrêmement important. Le poids politique du souverain, aujourd'hui, son engagement politique sur la préservation de la planète est pour moi un gage de confiance, de fiabilité. Ça me permet de mettre dans ce sillage, dans ce trait de négociation qu'il a engagé de manière très forte sur les questions de l'océan, sur les questions climatiques, sur les questions de la biodiversité. Moi, je suis dans un environnement qui est politiquement très favorable, économiquement favorable avec le programme Expanded Monaco. Donc c'est pour ça qu'ici, on a toutes les conditions pour réussir, si je puis dire. Et on l'a bien compris, Luc Jacquet, ce n'est pas parce que vous changez votre mode de financement que vous abandonnez pour autant votre premier objectif qui est de sensibiliser à la sauvegarde de notre planète. Oui, mais c'est un modèle, j'espère, j'aime pas cette formule, mais qui est gagnant-gagnant, c'est-à-dire qu'on va faire des très beaux films à un niveau international. Pour moi, cette qualité, elle est essentielle aujourd'hui à conserver et elle nécessite une forme d'investissement. Ce qui n'exonère pas finalement, ce qui ne nous empêche pas d'avoir un impact, d'avoir un message politique, de passer des valeurs, de passer de l'émerveillement. Et ça, c'est quelque chose de très important pour moi. J'ajouterai aussi de la connaissance scientifique. La crise du Covid nous a montré qu'aujourd'hui, le message scientifique est très complexe à faire passer. On sait vulgariser, ça c'est des choses qu'on sait faire et je pense qu'on va le faire encore davantage aujourd'hui. Et on a hâte de suivre cette première production. Merci beaucoup Luc Jacquet d'avoir été avec nous. Merci à vous, grand merci, au revoir. Le numérique, le sans contact aura connu un véritable essor avec la crise sanitaire. Exemple local avec l'application Carlo, lancée en juin 2019 pour soutenir les commerçants monégasques. Cette initiative a rapidement été soutenue par le gouvernement princier qui a décidé d'attribuer sa prime exceptionnelle de fin d'année sous la forme de bons cadeaux aux fonctionnaires et agents de l'État via Carlo. Une prime à dépenser dans les commerces partenaires afin de contribuer à la relance économique du pays. Nous sommes allés à la rencontre de ces commerces pour avoir leur retour d'expérience. Nous, ça nous a apporté de nouveaux clients. Franchement, pour nous, ça a été bénéfique, vraiment. Les clients étaient contents de se servir de leur application. Et puis nous aussi, pour le coup. Donc, très, très positif. On est tous très heureux d'avoir eu cette application parce que je pense que si on ne l'avait pas eu, Noël n'aurait pas existé comme il a été. Donc, ça a tout changé. On a découvert d'autres clients. On a eu un très bon impact. Et vraiment, tout le monde était ravi de l'utiliser. Ça facilitait même les transactions.
Est-ce que des clients continuent à utiliser l'application Carlo sans la prime? Parce qu'on peut quand même l'utiliser. Bien sûr, hein. Il y en a déjà quelques-uns qui l'utilisaient avant. Nous, on avait à peu près une dizaine de clients. Et là, il y a encore des clients qui l'utilisent après, même, je veux dire, sans la prime, quoi. Maintenant qu'ils l'ont téléchargé, même s'ils n'ont pas eu de prime ou qu'ils ont connu, parce que les gens qui ont eu des primes ont aussi parrainé des gens pour pouvoir avoir l'application, ils viennent l'utiliser, même pour payer des petites piles. Maintenant, ils peuvent juste l'utiliser. Ils sont vraiment contents. Retour positif donc des commerçants et sachez que pour les concernés, cette prime de fin d'année est utilisable avant le 31 mars. Après cette date, elle sera reversée au fonds rouge et blanc. On retrouve Frédéric Elion pour un nouveau point sur l'actualité. Les ballets de Monte-Carlo proposent une représentation un peu particulière des imprévus, Frédéric. Situation sanitaire oblige, la prochaine édition des imprévus n'aura pas lieu à l'atelier des ballets de Monte-Carlo, mais sur leur plateforme en ligne BMC Stream. Cette semaine, la compagnie a créé sa propre boîte noire pour tourner une édition spéciale des imprévus. Des séquences à retrouver le mois prochain sur la plateforme BMC Stream. On reste dans le domaine artistique avec des informations concernant le concours d'entrée au pavillon Bozio. La première session se déroulera du 8 au 26 mars. Les concours se dérouleront à distance. Le dépôt des candidatures doit être effectué avant le mardi 1er mars. Le lundi 8, à partir de 9h, les sujets théoriques, plastiques et d'anglais sont remis aux candidats qui auront ensuite 15 jours pour les réaliser. Et puis on termine par cette idée sortie en début de semaine prochaine. Une représentation au théâtre Princesse Grasse mardi 23 à 15h, 3 femmes avec Catherine Arditi, Clotilde Mollet et Flora Souchier. Une comédie qui suit la vie de Joël, tout juste diplômée en tant qu'auxiliaire de vie et engagée comme garde de nuit chez la riche Madame Chevalier. Merci Frédéric, on vous retrouve tout à l'heure pour les prévisions météo. C'est l'un des poumons verts de la Principauté, on y joue, on y respire et on s'y détend depuis près d'un siècle. Il s'agit du parc Princesse Antoinette. De nombreux enfants, de nombreuses générations y gardent de bons souvenirs. Fabien Bonilla et Alexandra Marangoni ont eu envie ce soir de vous faire découvrir ce parc de l'intérieur, sa vie lorsque les grilles sont fermées. Regardez. Le soleil se lève à peine sur la Méditerranée. Les grands portails du parc Princesse Antoinette sont encore fermés. Il n'y a pas un bruit. Et pourtant, les jardiniers sont déjà actifs. Les animaux de la basse-cour n'attendent pas. C'est l'heure du repas pour la dizaine de lapins, les 8 canards, les 6 poules et les 4 cochons d'Inde. Certains montrent patte blanche ou grise pour bénéficier de quelques mets, des légumes récupérés place du marché et autres primeurs de la Principauté. Un peu plus haut, pas d'incivilité. Il n'est pas question ici de dévaliser un supermarché de papier toilette, pas un coup de corne. Les 6 chèvres attendent patiemment leur tour entre foin, morceaux de pain dur et caresses. Peut-être moins câlin, mais il ne faut pas les laisser de côté, l'entretien des poissons rouges. Il est 8h15 environ, un des gardiens ouvre les portes pour le passage traditionnel des parents et de leurs enfants. Ces derniers prennent possession des lieux pendant quelques minutes, le temps de rentrer en classe à l'école du parc, qui porte bien son nom, mais également à la crèche des Oliviers, 2 établissements dont l'accès s'effectue aussi dans le parc Princesse Antoinette. La journée ne fait que commencer pour les 9 jardiniers et la personne d'entretien. Il y a toujours des choses à faire, avec l'entretien du matériel ou encore les 200 oliviers, 10 chênes verts, les arbousiers, les caroubiers et bien d'autres végétaux. En ce moment, par exemple, c'est la période de la taille des oliviers. Le parc Princesse Antoinette est réparti sur une surface de 13 000 m², soit plus d'1 hectare. On le surnomme souvent le poumon vert de la Principauté. Vous voyez, on se sent quand même, on est quand même heureux, je pense. Enfin, nous, au niveau du personnel qui travaille ici, je pense que tout le monde se rend compte de la chance que l'on a déjà. Hein. Bon, déjà, vous voyez, on a la vue, on est dans un cadre quand même qui est très, très, très agréable. Hein. Et puis, bon, d'être avec les enfants, enfin, c'est fabuleux. C'est vraiment, on pèse la chance que l'on a, quoi, tout simplement. À la sortie des classes, la jeunesse reprend possession des lieux. La crise sanitaire a eu un impact sur les différents jeux. Le bac à sable, le mini-golf ou le terrain de basket sont par exemple fermés. Mais il est quand même possible de jouer dans le parc en gardant ses distances. Jusqu'à cette annonce que les habitants du quartier connaissent bien. Votre attention s'il vous plaît, fermeture du parc dans 15 minutes. Fermeture du parc dans 15 minutes. Merci. Il est 17h30, le soleil commence à tirer sa révérence, les portes se referment, pas pour longtemps. Les animaux de la basse-cour attendent nourriture et caresses de pied ferme dès le lendemain au petit matin. Voilà pour ce coup de projecteur sur le parc Princesse Antoinette, théâtre également chaque année du traditionnel pique-nique des Monégasques. On passe aux prévisions météo. À quoi peut-on s'attendre pour le début du week-end, Frédéric ?
Les nuages qui se sont accumulés dans le ciel aujourd'hui disparaîtront pour un samedi bien ensoleillé. Côté température, il fera 9 degrés le matin et 14 l'après-midi. Le soleil se lèvera à 7h20 pour se coucher à 18h07. Samedi 20 février, nous fêterons les aimés. Merci Frédéric et merci à vous de nous être fidèles chaque soir sur Monaco Info. On se quitte en images avec ce dernier jour d'école pour les élèves de la Principauté. Photo signée ce soir Michael Alési et Manuel Vitali. Très belles vacances scolaires et surtout, restez prudents. À demain sur Monaco Info.